120 000 soldats pris au piège. Plus de carburant, plus de munitions, plus de nourriture. À Washington, la machine militaire la plus puissante de l'histoire humaine reste les bras croisés parce qu'il n'y a littéralement rien qu'elle puisse faire. Ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas une analyse, c'est une autopsie. Et le corps sur la table, c'est le mythe de l'invincibilité militaire israélienne. Je vais être clair sur qui je suis et sur pourquoi ce que je dis compte. J'ai servi comme officier du renseignement dans le corps des marines. J'ai travaillé au sein de l'appareil américain de sécurité nationale à des niveaux que la plupart des gens n'atteignent pas dans toute une vie. J'ai examiné des plans de guerre, des évaluations du renseignement et des architectures logistiques pour des conflits s'étalant sur 3 décennies. Et je vous le dis avec tout le poids de cette expérience derrière chaque mot. Ce que l'Iran a exécuté en 5 jours contre la chaîne d'approvisionnement de Tsahal est la campagne d'interdiction la plus complète, la plus chirurgicalement précise et la plus stratégiquement achevée que j'ai jamais étudiée. Pas dans des documents de briefage, pas dans des études de cas historiques, jamais dans aucun conflit à aucune échelle. Ce que les grands médias ne vous diront pas, parce que le dire les obligerait à démanteler 20 ans de récits soigneusement construits sur l'équilibre des forces au Moyen-Orient, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un engagement militaire. C'était une démolition contrôlée. L'Iran n'a pas combattu Israël. L'Iran a éteint Israël. Et l'architecture de cette opération, son enchaînement, sa logique de ciblage, la discipline opérationnelle requise pour exécuter 5 phases simultanées contre des systèmes redondants sans qu'une seule phase échoue. Voilà ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce qu'une fois que vous comprendrez la mécanique, vous ne regarderez plus jamais cette région ni la puissance américaine. De la même façon. Commençons par la réalité fondamentale que presque personne, dans les commentaires occidentaux, n'est prêt à énoncer franchement. Une armée moderne ne fonctionne pas au courage. Elle ne fonctionne pas à l'entraînement. Elle ne fonctionne pas à l'idéologie, au nationalisme ou à la qualité de son corps d'officier. Une armée moderne fonctionne à la logistique, carburant, munitions, nourriture, pièces de rechange, consommables médicaux, ce fleuve invisible de matériel qui circule des installations portuaires vers les réseaux routiers et ferroviaires, puis vers les dépôts avancés, et ultimement jusque dans les mains du soldat en position de combat. Couper ce fleuve, et la force militaire la plus sophistiquée de la planète devient en quelques jours un ensemble d'êtres humains très bien armés, très bien entraînés, mais complètement immobiles, assis dans des positions d'où ils ne peuvent pas avancer, où ils ne peuvent pas être renforcés et d'où ils ne peuvent pas être extraits en sécurité. C'est pas de la théorie. C'est la réalité opérationnelle que tout planificateur militaire sérieux comprend à la base. La question à laquelle l'Iran a répondu en 5 jours, la question qui devrait occuper en ce moment chaque ministère de la Défense et chaque école de guerre dans le monde, est la suivante. Comment couper ce fleuve quand ce fleuve a été conçu avec 50 ans d'assistance technique américaine, précisément pour survivre au fait d'être coupé? La réponse, et c'est là que la sophistication professionnelle de ce que l'Iran a accompli devient véritablement saisissante, c'est que vous n'attaquez pas le fleuve à un seul point. Vous attaquez tous les points simultanément, y compris les points qui existent précisément pour compenser les attaques contre les autres points. Vous éliminez la redondance en frappant chaque voie redondante au même moment, de sorte que le système ne conserve aucun mécanisme survivant, lui permettant de contourner les dégâts. Quand chaque port est frappé, chaque pont détruit, chaque dépôt avancé en flammes et chaque terrain d'aviation capable de recevoir des avions cargo lourds criblés de cratères, il ne reste plus de système logistique. Il ne reste que l'horloge. L'horloge qui compte à rebours à partir des stocks restants jusqu'au moment où la dernière cartouche est tirée, où le dernier réservoir de carburant se vide, et où 120 000 soldats font face à la réalité physique de ce que signifie réellement l'effondrement d'une chaîne d'approvisionnement pour des êtres humains en condition de combat actif. L'Iran n'a pas improvisé cela. Je veux marteler ce point parce que le réflexe de l'analyse occidentale, et j'ai vu ce schéma se répéter pendant 3 décennies d'observation professionnelle, consiste à expliquer les succès militaires d'acteurs par la chance, par la confusion du camp adverse,
ou par une anomalie opérationnelle qui préserve l'hypothèse de base de la supériorité occidentale sans obliger personne à la réviser. Ce réflexe ne tient pas sur le plan analytique. Dans ce cas-ci, ce que l'Iran a exécuté était le produit d'années de collecte systématique, de renseignements, de développement de cibles et de planification opérationnelle. Des années. La précision avec laquelle les bases de données de ciblage iraniennes reflétaient les emplacements réels des dépôts logistiques avancés de Tsahal, des installations dont les coordonnées comptent parmi les secrets opérationnels, les mieux gardés du système militaire israélien, est un constat dont les implications en matière de renseignement dépassent largement la situation militaire immédiate. Quelqu'un a construit cette base de données, quelqu'un l'a mise à jour, quelqu'un l'a vérifiée par rapport aux configurations opérationnelles actuelles, et ce processus n'a pas commencé le mois dernier. La campagne a commencé à 2h40 du matin, le premier jour. Je veux que vous enregistriez ce moment, parce qu'il répond à une logique opérationnelle précise. 2h40 du matin, c'est l'heure où la vigilance humaine est au plus bas et où la réactivité institutionnelle est minimale. C'est aussi le moment où la capacité d'exécuter le type d'évaluation rapide des dégâts et de réponse d'urgence qui aurait pu, dans un autre scénario, permettre aux logisticiens israéliens de commencer à rediriger les flux d'approvisionnement avant que l'interdiction soit complète est au plus faible. En choisissant ce moment, les planificateurs opérationnels iraniens se sont assurés que toute l'ampleur de la phase 1 serait terminée avant que le commandement israélien puisse passer du choc à une réponse organisée. La phase 1 a frappé simultanément les 3 installations portuaires fonctionnelles d'Israël. Ashdod, principal terminal d'importation militaire, traitant environ 55% des importations d'équipements et de munitions de Tsahal par voie maritime, a encaissé 34 impacts dans une séquence de frappe qui a duré 28 minutes. Je veux que vous compreniez la logique de ciblage à l'intérieur de cette séquence de frappe, parce qu'elle reflète un niveau de sophistication opérationnelle qui va bien au-delà du simple fait de placer des ogives sur des infrastructures portuaires. Les grues de manutention de conteneurs desservant le terminal de frais militaires ont été frappées individuellement, pas le bâtiment du terminal, pas le complexe administratif, les grues, parce que ce sont les grues qui déplacent le fret militaire du navire vers la terre ferme. Détruire les grues signifie que même si un navire parvient d'une manière ou d'une autre à atteindre Ashdod dans l'environnement d'interdiction qui suit, il ne peut pas décharger. Le quai de déchargement de carburant a été détruit selon une séquence spécifiquement conçue pour produire un effondrement structurel complet plutôt que des dommages réparables. La distinction est énorme. Des dommages réparables vous font gagner quelques jours avant que l'installation redevienne fonctionnelle. Un effondrement structurel complet vous fait gagner des mois. Et dans le contexte d'une crise d'approvisionnement aiguë, des mois équivalent opérationnellement à l'éternité. Le complexe d'entrepôts militaires sous douane a reçu des impacts d'ogives pénétrantes conçus pour provoquer la détonation interne des munitions stockées, non seulement pour faire s'effondrer la structure extérieure, mais pour détruire ce qui se trouvait à l'intérieur. Haïfa, le port du Nord servant de principale porte logistique pour les forces sur le front Nord, a encaissé 40 et un frappe avec un accent de ciblage précis sur son terminal militaire de carburant et sur la connexion ferroviaire reliant le port au réseau de bases logistiques avancées. Le port de la mer Rouge, qui représente la seule voie d'importation maritime non méditerranéenne d'Israël, a été frappé par 18 armes qui ont détruit son infrastructure de manutention de conteneurs et coupé ses liaisons routières et ferroviaires avec le reste du pays. Au moment où le soleil s'est levé le premier jour, 90% de la capacité d'importation maritime d'Israël avait disparu, pas dégradé, pas endommagé, disparu. Mais voici ce que les chaînes d'information câblées ne vous expliquent pas. Et c'est ici que le tableau opérationnel devient quelque chose de réellement différent d'une campagne de frappe réussie. La destruction des ports n'était pas la fin de la phase 1. C'était le début de la séquence, parce que les planificateurs iraniens avaient compris
quelque chose que leurs homologues occidentaux n'avaient apparemment pas pleinement intégré. Détruire le point d'entrée ne signifie rien si le système peut le contourner. Et le système logistique de Tsahal avait été spécifiquement conçu avec l'assistance américaine pour faire exactement cela, ce qui explique pourquoi la phase 2 était déjà en cours avant même que la phase 1 soit entièrement conclue. La phase 2 a ciblé le réseau logistique terrestre. 12 grands ponts routiers sur les principales routes logistiques entre le complexe central de stock d'Israël et ses fronts opérationnels nord et sud ont été frappés par des armes de précision, provoquant un effondrement structurel au niveau du tablier des ponts. Pas des dommages, un effondrement structurel. Les lignes ferroviaires desservant le corridor logistique nord ont été frappées en 9 points distincts, chacun choisi pour maximiser la longueur de voie rendue inutilisable par un seul impact. Et je veux que vous compreniez ici la philosophie de ciblage, parce qu'elle représente un niveau de sophistication analytique qui va au-delà du simple fait de savoir où se trouvent les ponts. Les planificateurs iraniens n'ont pas attaqué les véhicules sur la route. Attaquer des véhicules coûte cher sur le plan opérationnel, ne produit qu'une perturbation temporaire et déclenche des comportements de contournement qu'un système logistique sophistiqué exécutera en quelques heures. À la place, ils ont attaqué l'infrastructure que les véhicules doivent utiliser. Un pont détruit ne peut pas être contourné par une autre route lorsque chaque pont sur chaque route alternative a également été détruit. La capacité logistique terrestre de Tsahal n'a pas été dégradée lors de la phase 2. Elle a été structurellement éliminée. Et la distinction entre dégradation et élimination est la différence entre un système logistique qui fonctionne à efficacité réduite et un système logistique qui a cessé de fonctionner. Restez avec moi, parce que la phase 3 est le moment où cette campagne passe d'impressionnante à quelque chose qui devrait véritablement alarmer quiconque à passer du temps sérieux à réfléchir à la façon dont la puissance militaire moderne fonctionne réellement. Parce que la phase 3 n'a pas cibler des infrastructures qui apparaissent sur les images satellites et dans les registres portuaires accessibles au public. La phase 3 a ciblé les dépôts logistiques avancés de Tsahal, ces installations de stockage durcies, dispersées, opérationnellement secrètes, maintenues sur le théâtre pour soutenir les opérations pendant une période définie sans réapprovisionnement. Ce ne sont pas des endroits qui apparaissent sur les cartes accessibles au public. Leurs emplacements font partie des informations de sécurité opérationnelle les plus étroitement gardées du système militaire israélien, protégées par de multiples couches de restrictions d'accès et de procédures de contre-espionnage. 11 des 14 dépôts logistiques avancés identifiés d'Israël ont été frappés. 11 sur 14. Les 3 qui ont survécu l'ont fait parce qu'ils étaient situés dans des zones urbaines où le calcul des dommages collatéraux limitait la séquence de frappe, une contrainte que les planificateurs iraniens semblent avoir consciemment intégrée dans leur architecture de ciblage, ce qui reflète en soi une discipline opérationnelle que de nombreux analystes occidentaux n'auraient pas prédite. L'inventaire des dépôts survivants après la phase 3 représentait une disponibilité d'approvisionnement de 3 à 7 jours au taux de consommation actuel et cette horloge tournait déjà au moment où l'évaluation était terminée. Vous pensez avoir entendu le pire. Ce n'est pas le cas, même pas proche. Tout ce que je viens d'écrire jusqu'ici, les ports, les ponts, les lignes ferroviaires, les dépôts avancés, existaient dans un cadre de planification que les logisticiens américains et israéliens avaient déjà simulé. Ils avaient déjà identifié l'interdiction maritime comme un risque, ils avaient déjà intégré le mécanisme compensatoire dans le plan de contingence, et les planificateurs opérationnels iraniens savaient qu'ils l'avaient fait, ce qui explique pourquoi la phase 4 existait. La phase 4 s'est attaquée à la voie de réapprovisionnement d'urgence que les planificateurs américains et israéliens avaient précisément identifié comme le principal mécanisme compensatoire en cas d'interdiction maritime et terrestre, la logistique aérienne. Les pistes de l'aéroport international Ben Gurion, qui sert de principal point d'entrée pour le fret militaire livré par voie aérienne,
ont été frappés en 6 points distincts avec des ogives pénétrantes conçues pour produire des détonations souterraines, créant des cratères résistants aux réparations d'urgence. L'aéroport Ramon, dans le sud, installation secondaire de logistique aérienne, a été frappé simultanément. Les aérodromes militaires dotés d'une capacité de piste suffisante pour accueillir des avions de transport lourds avaient déjà été rendus non opérationnels lors des frappes précédentes contre les bases de Tsahal. À la fin de la phase 4, Israël ne disposait d'aucun terminal de fret aérien fonctionnel, capable de recevoir les avions de transport lourds nécessaires au réapprovisionnement militaire d'urgence. Le pont aérien dont Washington avait besoin pour exécuter un réapprovisionnement d'urgence n'existait pas, et ce n'est pas une situation née d'une mauvaise planification ou d'une préparation inadéquate de la part de Washington. C'était une condition délibérément conçue par les planificateurs opérationnels iraniens qui comprenaient exactement quelle serait la réponse compensatoire américaine et qui ont conçu l'architecture de la campagne précisément pour la neutraliser avant qu'elle puisse être exécutée. C'est le niveau de réflexion stratégique auquel nous avons affaire, pas réactif, pas opportuniste, mais anticipatoire. L'Iran n'a pas répondu à la planification américaine de réapprovisionnement. L'Iran a pris cette planification de vitesse. Et maintenant, nous arrivons à l'arithmétique, aux mathématiques froides et impitoyables, de ce que l'effondrement d'une chaîne d'approvisionnement signifie réellement pour 120 000 êtres humains en position de combat actif. Parce que c'est la partie de l'histoire que la plupart des analystes survolent, soit parce que les chiffres sont inconfortables, soit parce que la dimension humaine d'un échec logistique militaire est plus difficile à aborder dans le langage clinique que l'analyse professionnelle tend à préférer. Une brigade blindée de Tsahal en opérations actives consomme environ 180 000 litres de diesel par jour pour l'ensemble de ses véhicules organiques, chars, véhicules de combat d'infanterie, tracteurs d'artillerie, matériel du génie, camions logistiques. Israël disposait d'environ 8 brigades blindées déployées en configuration opérationnelle. À ce rythme de consommation, l'inventaire de carburant ayant survécu aux frappes des phases 1 et 3, estimé à environ 40% des niveaux d'avant-campagne, représentait entre 4 et 6 jours de consommation opérationnelle. Au 5e jour, la disponibilité du carburant était tombée sous le seuil minimal requis pour soutenir des opérations offensives. Des véhicules blindés ont commencé à être immobilisés. Pas par l'action ennemie, pas par une panne mécanique, pas par une décision tactique, mais par des réservoirs vides. Je veux que cela résonne dans tout son poids. Tsahal, la force que les États-Unis et Israël ont passé 50 ans et des centaines de milliards de dollars à construire, était rendue immobile par le simple fait physique qu'il ne restait rien à mettre dans ses réservoirs. Le carburant d'aviation présente une contrainte encore plus aiguë. Les opérations aériennes de Tsahal, aux taux actuels de sortie, consomment environ 2-4 millions de litres de carburant d'aviation par jour. L'inventaire de carburant d'aviation survivant après les frappes portuaires et la destruction des dépôts a été évalué à environ 8 jours de consommation. Au 5e jour, les taux de sortie avaient été réduits de plus de 60% à mesure que des protocoles de conservation du carburant étaient mis en œuvre. Les avions F-35, la plateforme de frappe la plus performante d'Israël, l'appareil autour duquel la doctrine opérationnelle de Tsahal pour les missions de frappe en profondeur est organisée, étaient utilisés à une fraction de leur rythme opérationnel. Leur mission était rationnée par rapport à un approvisionnement carburant que tous les acteurs impliqués voyaient décroître vers zéro. Les mathématiques des munitions racontent une histoire parallèle, un bataillon d'artillerie israélien tirant à un rythme soutenu standard dépense, environ 800 obus par jour. Multipliez cela par les systèmes d'artillerie déployés sur 5 fronts actifs. Ajoutez les munitions de canon principales des chars, les obus de mortier, les missiles guidés anti-chars et les munitions guidées de précision dont dépend le combat interarmes moderne à tous les niveaux. Le chiffre quotidien de consommation de munitions se compte en milliers de tonnes. L'inventaire des dépôts avancés survivants après la phase 3 représentait environ 5 jours de consommation à un rythme opérationnel réduit, et cette estimation supposait des taux de consommation inférieurs à ce qu'exige réellement un combat actif. Au 5e jour, plusieurs unités d'artillerie avaient signalé l'épuisement des stocks de munitions disponibles. Des missions de tir
était annulé non pas parce que la situation tactique n'exigeait pas de tir, mais parce qu'il ne restait plus d'obus à tirer. Et si la situation du carburant est alarmante, et si celle des munitions est alarmante, la nourriture est la variable qui porte le poids humain le plus direct et qui reçoit le moins d'attention sérieuse dans l'analyse militaire professionnelle. L'approvisionnement en rations militaires pour 120 000 membres du personnel exige environ 360 tonnes de nourriture par jour. La doctrine de Tsahal prévoit que les unités avancées transportent 3 jours de rations organiques. Au 4e jour, les unités les plus avancées consommaient des réserves de rations d'urgence destinées aux véritables situations de dernier recours. Au 5e jour, les évaluations opérationnelles dans plusieurs secteurs incluaient un langage qu'aucun commandant militaire ne veut lire et qu'aucun soldat ne veut entendre à propos de lui-même, efficacité au combat du personnel dégradé par insuffisance nutritionnelle. Permettez-moi de traduire cela hors du registre bureaucratique et de dire ce que cela signifie réellement. Les soldats avaient faim. Des soldats qui ont faim prennent des décisions différemment de soldats qui sont nourris, ils évaluent le risque différemment, ils soutiennent l'effort différemment, ils maintiennent la cohésion différemment. Et une armée dont les soldats prennent des décisions différentes sous la pression de la privation physique n'est pas l'armée pour laquelle ses commandants avaient planifié, pour laquelle ils s'étaient entraînés, ni autour de laquelle ils avaient construit leur concept opérationnel. Continuez à regarder, parce que la prochaine partie de cette histoire est celle où la dimension américaine entre en scène et où l'écart entre ce que Washington avait promis et ce que Washington pouvait réellement livrer devient quelque chose que tout étudiant sérieux de la puissance militaire doit confronter directement. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.